Monsieur le Président, c'est le moment très attendu de la synthèse des travaux, les idées forces à retenir et puis les principales mesures en faveur de l'œnotourisme. Bien, mesdames et messieurs, chers amis, le sentiment général, enfin tel que j'ai pu l'entendre et encore il y a un instant à cette tribune, est que la journée a été très riche, très diverse, passionnante. Elle a montré qu'il y avait un bouillonnement d'initiatives et c'est pour moi un grand honneur que d'avoir pu assister à cette journée et en tirer les conclusions. Alors d'abord, les conclusions, ce sont d'abord des remerciements. Je voudrais bien sûr remercier l'animateur, Alain Marty, qui a fait applaudir beaucoup de personnes. Il est temps de l'applaudir lui-même. Et il a réussi à tenir un timing serré, donc c'est vraiment merci Alain pour cette belle organisation. Je voudrais aussi, bien sûr, et en premier lieu, remercier Atout France pour l'organisation de cette journée, remercier son directeur général et toute l'équipe, car je crois aujourd'hui Atout France, par cette organisation, montre combien l'organisme de promotion qui avait été créé en 2009 par un ministre du Tourisme dont on a perdu le nom, mais il est resté Atout France. Ça, c'est juste pour quêter quelques applaudissements. Mais en tout cas, Atout France, aujourd'hui, a fait du bon travail. Je voulais t'en remercier vraiment, Christian. Je voudrais aussi remercier, bien sûr, tous les participants qui se sont succédés à la tribune et aussi vous remercier toutes et tous dans la salle d'avoir bien voulu venir passer cette journée ici, malgré les difficultés qu'on connaît et l'assistance. Près de 800 personnes au temps fort de cette journée montre que l'œnotourisme a aujourd'hui conquis ces lettres de noblesse. Je voudrais bien sûr remercier les pouvoirs publics, notamment Jean-Baptiste Lemoyne, pour son soutien constant, je dois le dire, à notre initiative d'avoir voulu organiser cette journée et ces assises de l'œnotourisme. Un salut particulier aussi à mon complice Paul Dubrul qui nous a fait l'honneur de sa présence ce matin. Alors quelques mots, bien sûr, c'est Paul Dubrul qui m'a convaincu en 2008, quand j'étais au gouvernement, de créer de manière institutionnelle l'œnotourisme, avec les outils institutionnels que sont le Conseil supérieur de l'œnotourisme, dont j'étais bien loin de soupçonner que 10 ans après, j'en assumerais la présidence après l'avoir créé, et le label Vignoble et Découverte. Ce qui n'était à l'époque, ce label créé, un label territorial, original parce que territorial, eh bien, est devenu quelque chose dont on a vu tout au long de cette journée qu'il s'était développé au fil des ans sous la houlette du Conseil supérieur. Je voudrais saluer les éminents membres, mon ami Alexandre Lazarev, Michel Bernard et beaucoup d'autres, Brigitte Bloch. Bref, ce Conseil supérieur de l'œnotourisme a beaucoup travaillé, a attribué des labels et aujourd'hui, c'est 70 associations qui couvrent les 2/3 de notre territoire et la totalité des territoires vitivinicoles. À l'époque, lorsque nous avons créé cela, Christian, tu t'en souviens, eh bien, nous avions cette ambition que de mettre en œuvre une politique qui, comme l'a très bien dit Michel Bernard, sortait l'œnologie, la viticulture de cet affrontement un peu stérile et mortifère avec les tenants d'un hygiénisme strict. C'était cela l'idée stratégique. Mais comme toujours, eh bien, il y avait d'autres idées encore plus stratégiques peut-être qui se sont révélées au cours des ans. C'est l'idée qu'à travers le vin, à travers la porte d'entrée
qu'est le vignoble, on découvre la France. On découvre ses territoires, on découvre ses habitants, leurs habitudes, leur civilisation. J'ai employé ce mot à dessein. C'est une véritable civilisation qui se laisse découvrir à partir du vin comme élément fédérateur chez les restaurateurs, chez les hôteliers, dans tous les sites culturels. Bref, c'est une filière touristique qui sera demain, j'en suis convaincu et je l'ai dit dès ce matin, une des grandes filières touristiques de notre pays, parce que l'œnotourisme correspond à cette structuration du tourisme thématique qui va émerger dans les années qui viennent. L'œnotourisme, si nous savons saisir notre chance, c'est demain la grande chance touristique de la France. C'est cette conviction qui m'a fait prendre avec enthousiasme cette responsabilité de président du Conseil supérieur de l'œnotourisme. L'œnotourisme, je l'ai dit, il réconcilie le mondial, le global et le local. Il réconcilie la mondialisation et l'identité. Loin d'en faire un lieu d'affrontement entre les tenants de l'identité d'un côté, les tenants de la mondialisation, non. L'œnotourisme, c'est la réconciliation des deux, c'est la complémentarité des deux. On va découvrir le territoire, mais parce que l'on vient, on comprend. Et on a soif de comprendre, et c'est le cas de le dire du reste. Et donc, on réalise cette conjonction qui semblait impossible, et on l'a fait de manière concrète entre la mondialisation, c'est-à-dire le flux touristique qui vient, mais aussi l'identité territoriale que l'on veut connaître. Alors, j'ai aujourd'hui la lourde tâche de vous livrer les 20 propositions pour une politique œnotouristique française. Ce document, je suis encore le seul à l'avoir, mis à part d'autres éminents responsables, mais vous l'aurez à l'issue de mon propos en sortant de cette salle. Donc vous aurez le détail de ces 20 propositions et je ne vais pour ma part que les survoler en listant les grands thèmes qui seront décrits et proposés dans ce document. Je sens vraiment, et je voulais vous le dire très solennellement, qu'aujourd'hui, c'est l'acte 2 de la politique œnotouristique française. Après 10 ans de progression, 10 ans de maturation, il est temps de franchir une nouvelle étape. Et cette nouvelle étape, nous la franchirons autour de ces propositions qui ont reçu l'aval des pouvoirs publics et que, pour ma part, je souhaite résumer en 5 mots clés. Le premier mot, et on l'a prononcé tout au long de ces assises, c'est la qualification. La qualification de l'offre, car, comme l'a dit du reste lors d'une table ronde un des intervenants, il y a une différence entre la réception chez le producteur et puis l'ensemble des prestations d'hôtellerie, de restauration qui peut accompagner un autre producteur. Tout cela, eh bien, nous devons, pour élever la qualité et la qualification de l'offre, nous livrer à un patient exercice, cela prendra un peu de temps, pour identifier les critères qui pourraient nous permettre cette hiérarchisation qui n'est pas quelque chose d'aberrant ni d'arbitraire et qui s'inspirera beaucoup des grandes qualifications, des grandes segmentations que, par exemple, le prix de l'œnotourisme initié par Terre de Vin a commencé de lister. Cette qualification de l'offre, elle passera par, bien sûr, et d'abord par les professionnels de la viticulture, du tourisme, mais d'abord par les professionnels de la viticulture, car il faut que ceux-ci entendent bien qu'il n'y a rien à voir entre le classement qui qualifie un vin
et la hiérarchisation que nous allons opérer, ce classement final auquel nous nous livrerons sur les prestations œnotouristiques. Cela n'a rien à voir, mais cela passe d'abord par une grande concertation avec les professionnels, par des expériences qui sont menées depuis des années dans tel ou tel territoire et par une phase d'expérimentation. Mais l'ambition, elle est là. Nous devons faire de la France la première nation œnotouristique au monde en matière de hiérarchisation de son offre et de la qualification de celle-ci. C'est le premier volet de ces propositions qui sont détaillées dans le document que je vous ai montré. Le deuxième volet concerne la formation, bien sûr. Et lors d'une table ronde, vous avez vu les travaux qui sont menés en Alsace autour de la formation, de la volonté de formation qu'il faut avoir si nous voulons avoir cette véritable filière œnotouristique que nous appelons de nos vœux. Et nous avons recueilli l'accord des universités de Paris, de la prestigieuse Sorbonne, pour que s'organise la chaire œnotouristique magistrale, avec un cours magistral qui devrait donc voir le jour dans les mois qui viennent. Cette chaire œnotouristique, eh bien, elle est quelque chose que nous souhaitons mettre en œuvre. À côté de cette chaire, il y a bien sûr toutes les formations qui sont aujourd'hui dispensées et qu'il faut encore pousser. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité, et à l'initiative du ministre, nous avons souhaité que s'organise un collège des formations à côté de cette chaire, un collège des formations qui sera réuni et qui permettra à la fois de connaître l'ensemble des formations qui sont aujourd'hui dispensées en France, mais aussi de se doter peu à peu des modules pédagogiques et des modules éducatifs qui feront, dans les mois et les années qui viennent, une véritable formation œnotouristique française. Un troisième volet, bien sûr, c'est la levée des quelques freins réglementaires dont on a parlé incidemment tout à l'heure. Je dirais incidemment parce que notre pays, on le sait, est un pays où il y a très peu de réglementation. Trop. Et donc là, on va lever tel ou tel frein réglementaire. Et je veux parler notamment de ces freins qui visent à considérer que parce qu'on travaille dans la vigne, on est forcément un travailleur dissimulé. Non, il y a des prestations touristiques qui n'ont rien à voir avec le travail salarié et qu'il faut absolument libérer des quelques freins réglementaires. Eh bien, nous allons tout mettre en œuvre pour que cela soit levé dans les mois qui viennent. Et je ne dis pas dans les années qui viennent, dans les mois qui viennent. C'est en tout cas l'engagement que je prends pour ma part, my best efforts, comme on dit, pour y arriver. Alors, un autre sujet très important fait l'objet de développement parmi ces 20 propositions, c'est le développement de la veille, dont a parlé Michel Bernard ce matin ou cet après-midi. La veille, c'est la capacité dont nous devons nous doter de connaître ce qui se fait à l'extérieur et de connaître la réalité statistique de ce qui se fait à l'intérieur en termes de prestations œnotouristiques. Nous en avons parlé suffisamment avec Atout France qui a développé déjà ses propres outils. Heureusement entre nous qu'il y a Atout France, ça nous permet d'avoir les premiers chiffres sur ceux qui fréquentent pour des raisons œnotouristiques les vignobles. Cela nous permet d'avoir cette connaissance. Il faut bien sûr aller au-delà, faire en sorte que le réseau, les 32 bureaux d'Atout France soient mobilisés là où il y a des politiques œnotouristiques dans le monde pour que très régulièrement nous soyons en situation de connaître ce qui se fait pour pouvoir développer nous-mêmes notre propre politique. Donc,
associer l'INSEE, associer les grands organismes statistiques à cette nécessité de suivre ce qui se passe dans nos vignes, dans nos vignobles, dans les régions vitivinicoles, mais aussi à l'étranger. En tout cas, c'est ce que nous allons nous astreindre à faire bientôt. Le cinquième volet et le dernier volet concerne ce que j'appelle la démocratisation de l'œnotourisme. Lorsque Jean-Michel Wilmotte est venu nous exposer les merveilleux chais qu'il a pu construire, il ne faut pas en déduire que l'œnotourisme est réservé à quelques châteaux qui ont les capacités d'investissement pour pouvoir se doter des talents de Jean-Michel ou de tel ou tel autre architecte. L'œnotourisme, ça doit être l'affaire de tous, c'est-à-dire de tous ceux qui habitent sur les territoires vitivinicoles et qui vont s'emparer de cette politique pour pouvoir promouvoir leur territoire. Et c'est dans ce cadre que, parmi les 20 propositions de cette politique œnotouristique qui est livrée publiquement aujourd'hui, il y en a 3 qui concernent cette démocratisation. La première concerne la convention que nous allons signer prochainement avec le groupement national des chênes dont a parlé le président du GNC tout à l'heure, Jean-Virgile Crans. Quelle est l'idée ? L'idée est de croiser les implantations hôtelières avec l'ensemble des labellisés vignobles et découvertes, de faire en sorte que cette cartographie très fine des implantations et des labellisés permettent, dans une concertation, de pouvoir adapter l'offre œnotouristique aux catégories hôtelières, aux différentes étoiles, pour faire en sorte qu'on propose dans chaque hôtel de France, de ces régions vitivinicoles, des prestations qui soient adaptées au niveau de qualité, de qualification qu'ont ces différents hôtels. Voilà ce que j'appelle la démocratisation. D'un seul coup, l'œnotourisme sera présent dans tous les hôtels de France vitivinicoles et cela me semble très important. Et le grand travail que va faire Atout France sera de réaliser cette cartographie avec le soutien de l'Institut géographique national pour faire en sorte que ces implantations puissent être disponibles et permettent à chacune et à chacun de choisir sa prestation avec une assurance de qualité qu'est la labellisation vignoble et découverte. La deuxième grande convention, elle se déduit, et si nous ne l'avions pas écrit avant, on aurait pu l'écrire en écoutant tous les intervenants de cette journée, c'est une convention culture-tourisme. On le voit bien, culture, œnotourisme, on le voit bien, la culture, elle est présente à chaque instant. Et quand j'entends la culture, ce sont les sites culturels, ce sont les sites patrimoniaux, ce sont les sites historiques classés ou inscrits, dont il y a quelques années, nous avons permis l'ouverture à la restauration et à l'hôtellerie. Eh bien, il s'agit aujourd'hui de franchir un pas supplémentaire et de permettre l'ouverture des grands sites à la dégustation. C'est cette convention que nous allons mettre en œuvre dans les temps qui viennent pour pouvoir aller un peu plus loin dans le mariage entre la culture et le tourisme, la culture et l'œnotourisme. Alors, le dernier point sur cette démocratisation de l'œnotourisme, il en a reçu une illustration avec la numérisation. La numérisation, c'est une grande révolution et les entreprises de l'œnotourisme, qu'elles soient du tourisme, de l'œnologie ou de l'œnotourisme, elles ne peuvent pas en faire l'économie. Et il s'agira, et j'en ai déjà parlé avec le directeur général de la BPI, de faire en sorte que cette numérisation, c'est-à-dire cette capacité à doter tous ceux qui ont une ambition en matière œnotouristique, à les doter des outils
qui vont bien. Ici, un site, là, une application, pour faire en sorte que cette démocratisation, finalement, c'est-à-dire cette capacité que tout un chacun, qu'il soit français, mais aussi, j'allais dire presque surtout, étranger, puisse avoir pour venir chez nous. En conclusion, je voudrais vous remercier toutes et tous très, très sincèrement et du fond du cœur de votre implication, car cette implication, elle dépasse, et on l'a vu aujourd'hui, le simple acte commercial, la simple activité que vous exercez les uns et les autres. Vous l'avez compris, on est engagé dans quelque chose qui va plus loin que le simple acte commercial. C'est l'émergence d'une politique d'excellence œnotouristique pour notre pays. Et cette excellence, elle fait de nous, elle fait de vous les militants de l'œnotourisme. Vous êtes les militants de l'œnotourisme et c'est une armée de militants. Vous savez que dans ces temps, le militantisme peut parfois ne pas avoir un grand succès, mais là, l'assistance nombreuse et la résonance que vont avoir ces assises prouvent le contraire. Nous avons découvert le militantisme. Cela s'appelle le militantisme œnotouristique, cela s'appelle l'accompagnement de l'acte 2 de la politique œnotouristique française. Merci encore, vive l'œnotourisme et vive la France!